L'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. À la une des Inrocks, son visage apparaît dans une semi-pénombre, son poète maudit ou ange déchu. Sauf que pour des millions de gens, Bertrand Cantat n'est pas ou plus le rocker antifasciste de leur adolescence, mais l'homme qui, un soir de beuverie de juillet 2003 à Vilnius, a infligé à sa compagne Marie Trintignant des coups ayant entraîné sa mort 4 jours plus tard. Tragédie dont les féministes ont voulu faire l'emblème des violences faites aux femmes. Comme l'observent les journalistes qui l'ont longuement interrogé presque exclusivement sur son évolution musicale, Bertrand Cantat a été condamné à 8 ans de prison. Il a purgé la moitié de sa peine avant d'être libéré pour bonne conduite. Sa promotion à la une d'un magazine n'en pose pas moins une question insondable. La justice des hommes peut-elle accorder le pardon et la rédemption? Un criminel a-t-il jamais payé sa dette? Ce n'est pas l'avis de tous ceux qui se sont indignés, jugeant cette couverture obscène et insultante pour la mémoire de Marie Trintignant et de toutes les femmes battues. Pour toutes les femmes battues. Je me demande, cher Alain Finkielkraut, si le nom de l'ex-chanteur de Noir Désir accomplira le miracle de vous réconcilier avec Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, qui pense que le chanteur devrait avoir la décence de se faire oublier. Et nous parlerons ensuite d'un très fâcheux article paru dans Libération qui établissait une généalogie allant des poilus, ou une comparaison, allant des poilus à Mohamed Merah. Mais commençons donc par Bertrand Cantat. Nous avons ici les Inrocks et il apparaît à la une avec un texte en guillemets en dessous. Alain Finkielkraut, Raphaël Enthoven, perdant sa légendaire bonne éducation, parle de magazine putassier. Marlène Schiappa se demande au nom de quoi nous devrions supporter la promo de celui qui a assassiné Marie Trintignant à coups de poing. Avant de vous demander si vous partagez son indignation, je voudrais préciser que le juge qui a accordé à Cantat sa libération conditionnelle a rappelé ce week-end que Cantat n'avait pas été condamné ni pour assassinat ni pour homicide volontaire, mais pour coup mortel. Quoi qu'il en soit, n'a-t-il pas le droit aujourd'hui de recommencer à vivre et à faire son métier? Alors, Marie Trintignant, vous l'avez dit, est morte sous les coups de Bertrand Cantat. Et il a très vraisemblablement une part de responsabilité dans le suicide de sa première épouse, qui était revenue vivre auprès de lui. Je comprends donc, et je partage l'émotion de celles et ceux qui ne supporte pas de le voir à l'affiche des Inrocks pour le lancement de son nouvel album, dont la sortie est prévue en janvier 2018, Amor Fati. Mais c'est dans 3 mois. Je ne serais pas moi-même revenu sur cet événement mineur et minable, je ne l'aurais pas prélevé dans le flux de l'information si son anti-héros ne s'avisait par surcroît de distribuer des mauvais points et de faire la morale urbi et orbi. Dans Angleterre, sa chanson, d'ores et déjà disponible sur Internet, en guise, j'imagine, d'avant-goût à l'œuvre à venir. Et je constate que vous êtes allé l'écouter, donc voilà. en avant-première. Cantat s'insurge contre le Brexit et le sort réservé aux migrants. Et toi qui fuis inénarrable de partout des printemps arabes, tu crois à l'Eldorado, je sais bien que l'espoir t'appelle, mais tu n'es pas une hirondelle qui annonce un autre printemps, tu veux traverser le Channel, tu veux voir le bout du tunnel, c'est l'Angleterre, mon petit frère, et il n'y a rien à y faire. De l'Europe, ils ont pris la fuite, ça limite encore l'horizon Brexit, tes illusions, tu peux crever dans la jungle. Ça limite encore l'horizon Brexit, tes illusions, tu peux crever dans la jungle, on n'en a rien à foutre de ta gueule, tu vas rester planté là. Tu veux voir le bout du tunnel, tu veux traverser le Channel pour l'Angleterre, mon petit frère, et il n'y a rien à y faire. Après qu'ils aient renégocié comment se sortir du traité, ils ont plus d'un tour dans leur manche, ils vont bien trouver leur moyen de t'embaucher pour moins que rien, tu pourras y aller enfin. Alors, enfreindre le 6e commandement, tu ne tueras point, et sermonner ensuite la terre entière, il fallait oser. Or, cette audace-là n'a pas été en tant que telle dénoncée. Pourquoi ? Parce que le sermon de Cantat agrée à une grande partie des gens qui ont protesté haut et fort contre son occupation éhontée de l'espace public, et plus profondément peut-être, parce qu'il pousse à son paroxysme d'indécence un travers fort répandu
dans les milieux de l'écriture, de la politique et du spectacle, la substitution de l'idéologie à la morale. Ceux dont le cœur bat pour tous les misérables du monde sont souvent si absorbés par leurs ailes compatissants qu'il ne leur reste plus rien pour la sollicitude, la bienveillance, la générosité et même la gentillesse effective. Le sens intuitif de ce qui est dû à chacun, et que Orwell appelle la décence commune, est étouffé en eux par le parti pris de l'exploité et de l'exclu. Très bien, mais excusez-moi, est-ce que ça justifie finalement qu'il soit censuré? Non, je ne pense pas que ça justifie qu'il soit censuré. Simplement, il pourrait... Oui. Occuper d'abord l'espace public avec faire sa rentrée avec un peu plus de discrétion et surtout, il ne devrait pas s'autoriser, je l'ai dit, à faire la morale. Donc c'est le contenu en fait de ces chansons. Oui. C'est pas l'entretien qui vous a énervé, c'est le contenu des chansons. Plus encore les chansons. Et j'ai pensé, en écoutant Angleterre, à cette phrase de Rousseau dans l'Émile. Défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher au loin dans leurs livres les devoirs qu'ils dédaignent de remplir autour d'eux. Tel philosophe aime les Tartares pour être dispensé d'aimer ses voisins. Avec le changement de médiasphère, l'image a remplacé le livre et le camp du bien est de plus en plus peuplé, alors même que l'amour-propre continue à faire ses ravages. On se compare, on se mesure sans cesse, et comme l'écrit encore Rousseau, le cœur ne sait plus s'occuper désormais qu'à mettre tout le monde au-dessus de nous. Au-dessous de nous. Aussi remarque-t-on généralement, en confirmation de cette théorie, que les gens d'esprit, et surtout les gens de lettres, sont de tous les hommes ceux qui ont une plus grande intensité d'amour-propre et ainsi les moins portés à aimer et les plus portés à haïr. La haine infinie, la jalousie insomniaque et la médisance infâme règnent dans ces milieux, l'intelligentsia et le spectacle, tout dégoulinant d'amour. Bertrand Cantat, c'est différent. Il a fait carrément le grand écart. Mais ce qu'il a de commun avec certains de ses contempteurs et certaines de ses contemptrices, c'est que le culte de l'autre lui tient lieu d'altruisme. Alors merci d'abord pour cette magnifique définition, et je crois que des amoureux des Tartares, nous n'en manquons pas aujourd'hui. Alain Finkielkraut, est-ce que vous voulez qu'on passe à l'autre sujet? Non, parce que j'ai quand même quelques questions à vous poser sur la généralisation. Oui, alors je voudrais... je vous laisse finir et après vous me laissez 2 minutes pour vous questionner. Bien entendu, voilà. Parce que l'autre, je dis, le culte de l'autre lui tient lieu et a beaucoup de gens avec lui d'altruisme. L'autre ne figurait pas dans le lexique de Rousseau. Il est devenu récemment le héros de la philosophie et même de la langue ordinaire. Lévinas, il ne faut pas s'en cacher, a joué un rôle crucial dans cette promotion. Je le cite, la philosophie occidentale coïncide avec le rejet de l'autre, ou l'autre en se manifestant... la philosophie occidentale coïncide avec le dévoilement de l'autre, ou l'autre en se manifestant comme être, perd son altérité. La philosophie est atteinte depuis son enfance d'une horreur de l'autre, d'une insurmontable allergie. Mais, pour Lévinas, l'autre c'est toujours un individu, c'est le prochain et c'est aussi le tiers. D'où l'avalanche des questions. Que sont-ils l'un à l'autre? Le tiers, que sont-ils l'autre et le tiers? Que sont-ils l'un pour l'autre? Qu'ont-ils fait l'un à l'autre? Etc. La philosophie occidentale est finalement justifiée, non plus comme amour de la sagesse, mais précisément comme sagesse de l'amour. Mais pour ceux qui croient s'inscrire dans le sillage de Lévinas, aujourd'hui, l'autre, ce n'est pas un individu, c'est une entité. C'est celui que nous ne sommes pas, nous les Français, nous les Européens, nous les Occidentaux, celui à qui nous faisons du mal. L'ancien colonisé, l'issue de la diversité, et maintenant le migrant. Alors, entre
la découverte de l'horreur italienne et l'occupation de la Cisjordanie, les Juifs se sont enivrés du doux parfum de l'altérité. Entre la découverte, fini. pardon Entre la découverte de l'horreur hitlérienne et l'occupation de la Cisjordanie. Ils se sont enivrés du doux parfum de l'altérité, c'est fini, ils n'incarnent plus l'autre, ils l'écrasent, et ceux qui parlent en son nom les fusillent pour le moment du regard. Et ces zélotes de l'altérité fustigent aussi, avec Cantat, l'inhospitalité européenne, convaincus qu'ils sont du droit de l'homme à devenir citoyen du pays de son choix. Or, comme l'écrit Pierre Manant dans le Figaro de ce week-end, si un tel droit avait été reconnu dans le passé, et les grandes nations européennes n'auraient pu être construites et les migrants n'auraient pu y trouver refuge. En attribuant des droits illimités aux individus détachés et en restreignant ceux des communautés instituées, on se rend aveugle au long effort d'éducation que réclame la formation d'une communauté humaine viable. Nous souhaitons la politique d'accueil la plus généreuse possible, mais le soin de nos communautés est notre premier devoir de citoyen. Ne nous croyons pas obligés de déraisonner pour prouver notre humanité. Vous pensez au pape, hein, peut-être? Oui, par exemple. Mais aussi à Cantat. On prouve son humanité aujourd'hui en oubliant à la fois les individus de chair et d'os et la réalité des civilisations au seul profit du face-à-face entre ces deux entités abstraites, l'odieux même et le merveilleux autre. L'idéologie dominante est donc deux fois immorale, dans ce qu'elle dispense de faire et dans ce qu'elle fait faire, c'est-à-dire dans sa contribution à l'effondrement des communautés humaines. Bon, ce qui n'empêche évidemment qu'il faut penser cette question on ne peut pas penser cette question de l'accueil des migrants simplement en termes évidemment de pour ou contre, mais il est frappant que tous les événements sont effectivement lus à la lueur de cette idée de l'autre où il n'y a plus beaucoup d'altérité. Je voulais néanmoins revenir 2 minutes sur l'affaire Cantat pour arriver à vous faire parler 2 secondes de l'affaire Weinstein, si vous voulez bien. Parce que dans l'affaire Cantat, là j'oublie maintenant, je reviens sur cette question, si vous voulez, on nous dit c'est l'emblème des violences faites aux femmes. Et je constate qu'après les révélations, si vous voulez, qui d'ailleurs deviennent un torrent, maintenant il n'y a plus une actrice qui ne dit pas à son tour sa vérité, je constate qu'en France on fleurit sur nos écrans, si vous voulez, les bandeaux sur le harcèlement dont sont victimes absolument toutes les femmes. Alors ça a commencé à 30, maintenant on en est à 100%. Alors, est-ce que là encore, on n'a pas, à tout propos, si vous voulez, de ce dont vous parliez, Alain Finkielkraut, est-ce que sur cette question des violences, du harcèlement, de la contrainte qui s'exercerait sur les femmes, nous n'avons pas fait de grands progrès? Et est-ce que ces affaires jettent vraiment une nouvelle lumière pour vous? Non, je ne crois pas. C'est-à-dire que Harvey Weinstein a eu un comportement atroce. C'est un abus de pouvoir. Des abus de pouvoir. C'est une série d'abus de pouvoir tout à fait scandaleux. Est-il représentatif? Je ne le crois pas. Et d'ailleurs, la réaction américaine elle-même le prouve, car on a diffusé un discours aux Oscars il y a déjà 2 ans, où l'un des présentateurs, l'un des animateurs, l'un des humoristes se moquait déjà d'Harvey Weinstein. Alors, que ce soit resté une moquerie, c'est grave, mais il était le seul mis en cause pour ce type de comportement. Et force m'est de constater aussi que cette affaire fait aujourd'hui beaucoup de bruit, que l'égorgement de 2 jeunes femmes à Marseille, qui expiait le seul fait d'être des femmes. Donc j'ai peur, si vous voulez, que la dénonciation systématique des white European males, dead or alive, ne contribue au déni de la véritable oppression que subissent aujourd'hui les femmes ou des femmes. Et ceux qui me reprochent de mettre en cause l'islam à tout bout de champ, à ceux-là, je conseille de regarder un documentaire diffusé hier par Arte sur les violences domestiques dans la Russie contemporaine et la complaisance de la justice à l'égard
des hommes maris, violents. Ouais, Nous ne vivons pas dans nos sociétés, fort heureusement, pour nous, sous la menace, ou vous ne vivez pas, sous la menace de mâles prédateurs. Mais cette réalité existe, elle doit être dénoncée là où elle est. Et il ne faut pas confondre les comportements particuliers avec les comportements symptomatiques. C'est une commodité idéologique que de voir dans Harvey Weinstein le symbole d'un fléau généralisé dans les sociétés occidentales, il me semble. Bon. Merci, cher Alain, pour ce premier point d'éclaircissement. Sans doute aurons-nous l'occasion d'y revenir, car j'ai le sentiment qu'elle n'est pas terminée et que ses implications ici ne sont pas terminées non plus. Mais passons à l'affaire que j'appellerai, malencontreusement sans doute, Nicolas Mariot, ou Mariotte, je ne sais pas comment on dit. Le 5 octobre, le Libé, donc comme chaque année, Libé publie à l'occasion des rencontres de Blois un numéro qui est presque entièrement rédigé par des historiens. Et le 5 octobre, donc, Nicolas Mariot est chargé de couvrir le procès du frère de Mohamed Merah et prétendant donc explorer la dimension sacrificielle de certains parcours, de certains acteurs. Il compare la radicalisation de Merah à celle de Robert Hertz, sociologue normalien, agrégé de philosophie, qui s'était courageusement engagé pour la France durant la Grande Guerre et qui est mort à Verdun. Alors cela a suscité une vive protestation des descendants et des excuses d'ailleurs de Laurent Geoffrin et de l'auteur lui-même, qui rappelle tout de même l'immense tendresse qu'il voue à Robert Hertz, un des juifs français fous de la République, et le violent dégoût que lui inspirent les actes de Merah. Alors Alain Finkielkraut, est-ce que ça vous a fait bondir cet article? Alors d'abord, il y a aujourd'hui un Libé des historiens, sous la houlette de Patrick Bourchon, comme il y a un Libé des écrivains. Et à chaque fois qu'on ouvre le Libé des écrivains, on est frappé par le fait que les écrivains parlent d'une seule voix. Ils font ensemble, tous ensemble, allégeance à l'autre. À l'autre. Encore. D'ailleurs, à l'autre encore. Le revoilà. Et le revoilà. Et je voudrais rappeler, avant d'en venir à votre question, que la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, qui est pourtant éditrice, disait cet été dans le journal du dimanche, la littérature aide à connaître l'autre. Cette phrase m'a laissé pantois parce que, au contraire, la littérature met l'autre à la porte pour s'ouvrir à la pluralité humaine. On y rencontre Swann, Raskolnikov, Emma Bovary, la Dame au petit chien, Lucien de Rubempré, Madame de Rênal, d'autres vies que la nôtre, mais l'autre, jamais. Ce sont des autres tout de même. Troquer les autres pour l'autre, c'est troquer la littérature pour l'idéologie. Attendre de la littérature qu'elle nous fasse connaître l'autre, c'est la soumettre au diktat de l'idéologie. L'autre, dont on fait aujourd'hui le nec plus ultra de l'éthique, est un véritable Attila conceptuel. Là où il passe, l'herbe ne repousse plus. D'où, si vous voulez, cet unanimisme très singulier, enfin très étrange, du Libé, très paradoxal surtout, du Libé des écrivains. Vous en aviez parlé ici d'ailleurs. Le Libé des historiens n'est pas moins unanime. Ce n'est pas le pluralisme qui est de mise, mais c'est bien plutôt la surenchère. Et alors, justement, cette surenchère va jusqu'au parallèle tracé entre Nicolas Marot et tracé par Nicolas Marot entre donc le poilu Hertz et Merah. Mohamed Merah, vous l'avez rappelé, en 2012, a abattu 3 soldats, puis 4 personnes, dont 3 enfants juifs, devant une école juive de Toulouse. Robert Hertz est un jeune sous-officier juif tué à l'ennemi en 1915 et dont la femme, Alice Hertz, a demandé au journal L'Humanité d'annoncer sa mort en ces termes: Robert Hertz est mort, heureux de donner sa vie pour la France. Qu'ont-ils de commun, Merah et Hertz? Eh bien, nous dit Nicolas Marot, ils ont été tous deux radicalisés en famille. Si, en effet, comme tente à le montrer l'histoire mondiale de la France, la nation française n'est rien qu'un montage
qu'un mensonge, qu'un fantasme, qu'une fiction idéologique, il n'y a pas de différence entre le fait de mourir pour la France en tuant des Allemands dont l'armée a envahi le territoire français et le fait pour l'islam en tuant des Juifs. Dans les deux cas, guerre et djihad, un même endoctrinement est à l'œuvre. Une même folie transmise par la famille se manifeste chez le fou d'Allah et chez le fou de la République. C'est pas tout à fait ce que dit Chez celui qui veut massacrer les infidèles et c'est celui qui veut payer sa dette. Qu'est-ce que vous dites ? C'est pas, je comprends votre émotion, mais il fait une comparaison idiote, à mon avis, entre des processus, mais comme il l'a expliqué d'ailleurs après, c'est la bêtise savante, il me semble, mais je ne crois pas qu'il essayait de comparer moralement, si vous voulez, ou de tracer un trait d'égalité morale entre Marat et Hertz. Oui, peut-être. Je ne crois pas, vraiment. Vous avez raison de me faire cette objection, et en effet, elle doit me conduire à nuancer mon propos, mais ces deux processus ne sont comparables que si précisément la France envahie peut être assimilée d'une manière ou d'une autre à l'islam ou à l'islamisme conquérant. Et cette assimilation est rendue possible par cette espèce d'entreprise généralisée de déconstruction de la France, dont il me semble que l'article de Marot, qui n'est pas un contributeur du livre de Boucheron, est une sorte d'apothéose, d'aboutissement, de paroxysme. Parce que, en effet, Robert Hertz veut payer sa dette envers la nation à laquelle on peut s'attacher par le cœur et par l'esprit autant que par la racine. Je répète cette phrase d'Lévinas. Et Robert Hertz aurait pu écrire, comme ce jeune peintre, dans une lettre du front adressée à sa mère, quelques jours avant qu'il soit lui-même tué à l'ennemi. Auparavant, j'aimais la France, mais d'une manière un peu comme un dilettante, je l'aimais en artiste, fier de vivre sur la plus belle terre, mais en somme, je l'aimais un peu à la façon dont un tableau pourrait aimer son cadre. Il a fallu cette horreur pour sentir tout ce qu'il y a de filial et de profond dans les liens qui m'unissent à mon pays. Si vous voulez, cette analogie entre le juif ainsi amoureux de la France et le djihadiste engagé dans une guerre à mort contre, entre autres, les juifs, est obscène. Il est obscène, quel que soit l'angle sous lequel on veuille l'examiner. Et il a suscité, à juste titre, une très forte émotion, vous l'avez dit. 2 descendants de Robert Hertz ont dit leur stupeur et leur accablement, mais vous avez oublié de noter que dans sa réponse, Nicolas Marot, qui se dit sincèrement désolé, conclut que ce qu'il a tenté n'est simplement pas audible. Ça veut dire qu'il nous reste à... il faut que nous fassions des progrès intellectuels et moraux pour que ça le devienne. Or, moi, j'espère que cela ne le deviendra jamais. Si vous voulez, la critique déchaînée de l'identité nationale devait nous rendre ce parallèle légitime, sans ce parallèle légitime entre Marat et Hertz, s'en serait fini de la civilisation en France. Ce n'est pas encore le cas, mais en attendant, l'histoire mondiale de la France cartonne.
D'accord, mais vous n'êtes pas très porté sur le pardon aujourd'hui, Alain Finkielkraut, parce que quand même Mario et Laurent Geoffrin se sont grandement excusés, et vous ne craignez pas non plus quand même, malgré tout, là je fais encore un peu l'avocat du diable, mais que, parce que ce qu'il a dit, c'est dans le fond, c'est si ça avait été dans une revue scientifique, ça n'aurait pas eu le même statut de discours. Vous ne craignez pas de censurer la science, c'est ça que je veux dire, ou d'être normatif. Alors, ce que je ne pardonne pas à Quentin, là, vous parlez de Marot, là. Hein, oui, mais d'abord, vous avez parlé, je ne parle pas à Quentin, c'est de faire la morale, c'est tout. D'accord. Pour le reste, je n'ai pas à lui pardonner, mais je suis scandalisé qu'il puisse s'autoriser à nous donner des leçons. Bourbi et Torbi. Quant à Nicolas Marot, je trouve son parallèle obscène, je l'ai déjà dit, moralement, intellectuellement, scientifiquement. Les deux processus n'ont strictement aucun rapport l'un avec l'autre, sauf à dire, si vous voulez, qu'un homme aussi qui, justement... alors à ce moment-là, il faudrait dire un homme appelé par son éducation à entrer en résistance et un homme appelé par son éducation à s'engager dans les Waffen-SS ont connu un processus de radicalisation identique. Nous savons que ce n'est pas vrai, et je trouve que l'historien aggrave son cas en disant que son parallèle n'est pas audible. Il est plus intelligent que ses acteurs, et il attend patiemment que ceux-ci remplissent l'intervalle qui les sépare de sa propre intelligence. Eh bien, nous verrons si nous y parvenons. Et évidemment, je ne voulais pas défendre cette comparaison, mais simplement peut-être le droit de se tromper et de commettre des erreurs et même d'en écrire parfois, Alain Finkielkraut. Merci en tout cas de ces vues passionnantes qui finalement nous ont amenés sur les deux sujets à nous intéresser à ce parti de l'autre. Dans le fond, que vous avez vous-même baptisé l'an dernier. Donc maintenant, vous êtes en train d'examiner son programme. D'ici dimanche prochain, on vous lit évidemment dans Causeur. On peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radio-rcj.info. Bonne semaine à tous.